Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. La personnalité du jour, après avoir passé sa jeunesse en Afrique, il étudie à la Sorbonne, obtient un magistère d'économie et de gestion en 1993. Il se lance dans l'aventure entrepreneuriale, publicitaire. Il est aussi collectionneur d'art contemporain. Paul-Emmanuel Reifers, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Mazarine et co-dirigeant désormais de Mazarine Asia-Pacifique, puisque vous venez de vous allier à une grande dame chinoise de la publicité. On y reviendra dans un instant. Mazarine, groupe français indépendant de communication des marques premium de luxe et de culture. Vous êtes parti, je le disais, en 1993. Au départ, c'était vraiment la publicité. Puis vous êtes adapté au temps qui change. Vous avez grandi petit à petit par des synergies, par des croissances externes. Aujourd'hui, Mazarine, vous allez atteindre, vous espérez atteindre pour 2014 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 300 collaborateurs. Troisième grand des groupes de communication indépendants français. Vous pensiez en arriver là, step by step? Alors, quand on crée son entreprise à la fin de ses études, parce que j'ai créé Mazarine juste après mes études universitaires, et d'autant plus quand vous êtes universitaire, il faut avoir beaucoup de rêves, parce que si vous n'avez pas de rêve, vous faites pas votre entreprise, vous partez vous vous faites recruter normalement. Donc vous voulez pas de limite, pas d'ambition. Puis ce qui est paradoxal, c'est que très rapidement, au bout d'un an, au bout de 2 ans, vous dites « Oula, si j'arrive à faire juste 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires à la fin de ma vie, ça sera extraordinaire. » Le tout en francs français à l'époque, c'était, je me disais, si je fais 5 millions un jour de francs, ça sera extraordinaire. Donc en fait, la motivation d'un entrepreneur, c'est se dire qu'il n'y a jamais de limite. C'est ça la psychologie. Tout en étant, en travaillant toujours au jour le jour. Voilà. Donc en fait, je ne dis pas que je pensais que je le faisais, mais à chaque fois, chaque année, vous donnez des objectifs supplémentaires. Et c'est ça qui fait, ce sont des projets qui fait que vous avez toujours envie d'avancer. Pourquoi vous vous êtes orienté du côté du luxe et des marques de luxe? Alors je me suis orienté dans ce secteur-là. Pourquoi? Parce que quand j'ai fini mes études et que j'ai voulu créer une entreprise, je voulais être entrepreneur. À l'époque, on était en pleine crise du Golfe. C'était impossible de trouver un travail. J'avais été formé pour travailler dans la banque, mais en même temps, quand j'étais étudiant, j'aimais bien promotionner l'image de l'université. J'ai toujours été attaché à promotionner des institutions culturelles ou éducatives pour les faire progresser, pour les mettre à leur juste valeur. En l'occurrence, l'université, il y a une formation assez incroyable, mais l'image de l'université n'est pas à la hauteur de ce que ça devrait être. Et donc, j'ai fait une association d'étudiants et par rapport à ça, j'ai développé mon savoir-faire en communication. À la fin de mes études, lorsqu'il a fallu créer une entreprise, je me suis dit, mets-toi dans un métier de niche. Parce que si tu vas tout de suite dans un environnement très concurrentiel de grands groupes, tu ne vas pas exister. Donc, vaut mieux être petit dans un métier de niche, être grand chez les petits, plutôt que de s'attaquer à des marchés tenus par les grands groupes. Par rapport à ça, j'avais une sensibilité à l'art, à la culture et au luxe, et donc j'ai décidé de me lancer dans ce secteur-là. Et puis vous les avez bien suivis, ces marques de luxe, parce qu'effectivement vous les avez accompagnées au tournant des années 2000 dans le digital. Ça aussi c'était important. Vous n'étiez pas forcément parmi les premiers, parce que vous avez attendu le bon moment pour travailler efficacement, mais en tout cas aujourd'hui vous êtes parmi les référents et vous travaillez avec, alors en général elles n'aiment pas trop qu'on les cite, elles restent toujours discrètes sur les marques avec lesquelles vous travaillez, mais des Cartier, des Vuitton, que sais-je encore. C'est vrai que vous travaillez avec elles sur ce qui vous intéressait dès le départ, l'image jusque dans le digital. L'image jusque dans le digital. Au départ, j'ai commencé par l'édition. Parce que quand vous avez 26 ans que vous voulez créer une entreprise, vous ne pouvez pas être publicitaire parce que vous n'êtes pas crédible. Donc l'édition, c'est un métier très exigeant qui demande beaucoup de savoir-faire et une très forte connaissance de l'image. L'agence a progressé. Et pourquoi on s'est pas lancé tout de suite dans le digital? Parce que dans les années 2000, pour mémoire, tout le monde s'est dit le digital, ça sera l'avenir, il n'y aura plus que ça. Donc beaucoup de gens ont arrêté leur métier d'origine pour se lancer uniquement dans le digital. Et on connaît les dégâts que ça a fait parce que derrière, le marché n'était pas là. Et surtout, les clients achetaient en dehors du digital veulent avoir un savoir-faire sur leur marque, sur la connaissance. Le digital, c'est qu'un outil au service des marques. Donc ce que l'on a fait, c'est que au lieu on a commencé tout doucement dans le digital en 2000, mais en considérant que ça serait un métier comme l'édition ou la publicité et qu'il fallait le faire avec un vrai savoir-faire. Et comme on était les premiers à le faire, parce que soit on abandonnait l'Internet, soit les autres ne le faisaient pas, on a progressé très rapidement et on a mis tout notre savoir-faire, notre connaissance des marques de luxe dans le digital et ce qui nous a permis de beaucoup progresser. Et alors vous avez acquis aussi petit à petit des savoir-faire, la mode en image, donc organisateur de défilés en 2010, Mademoiselle Noy en 2012, donc
spécialisé dans la publicité des marques. You2You, très récemment, là on est dans le marketing viral et social media, ça on est vraiment dans le cœur du sujet. D'autant que les marques de luxe, c'est quand même pas les plus à même. Au départ, elles étaient hyper frileuses sur le digital. Donc là, ça y est, elles ont compris l'enjeu. Oui, complètement. L'idée de Mazarine, c'est de toujours pouvoir servir nos clients et les accompagner. Donc, ces 10 dernières années, elles ont beaucoup investi dans le digital, dans le e-commerce, dans les plateformes. Donc, il fallait avoir les meilleurs collaborateurs pour pouvoir les accompagner. C'est très dur de recruter des savoir-faire, de les garder, de les conserver. Donc, toute l'énergie était dédiée à ce métier-là. Quand les réseaux sociaux se sont créés il y a 5 ans, on n'a pas beaucoup investi dedans parce que les marques de luxe n'étaient pas prêtes. Il valait mieux continuer à investir et vraiment à former les meilleurs collaborateurs pour le reste des activités. Là, les réseaux sociaux deviennent extrêmement importants parce que c'est un référent aujourd'hui. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous renseigner sur les marques pour créer du trafic, pour justement avoir une vérité sur l'information. Donc, il était devenu stratégique et important pour nous d'être présents sur les réseaux sociaux, d'où ce rapprochement, cette acquisition avec You2You, qui est une agence spécialisée dans les réseaux sociaux créée il y a 5 ans. Alors, donc, les marques de luxe, des marques médias, ça on l'a vu aujourd'hui, et ce sont aussi évidemment des marques internationales. Ça, c'est pas nouveau, sauf que vous, à un moment, vous êtes dit en 2010-2011, vous avez mis un pied en Chine avec une filiale, sauf que ça va très très vite en Chine. Et à un moment donné, ça devient plus gros que nous. Exactement. Donc aujourd'hui, vous êtes associé avec l'agence RP Trimaran. D'accord, oui, tout à fait. En fait, il y a 3 ans, on s'est rendu compte que tout le marché asiatique devenait de plus en plus important et qu'en fait, les filiales locales de nos clients se développaient considérablement. Et lorsque vous voulez travailler avec un pays comme la Chine, être présent, où il y a beaucoup d'investissements publicitaires, de digitaux et d'événementiels, il faut être présent dans ces pays-là. Vous ne pouvez pas, à partir de la France, dire je vais être un partenaire des grandes marques de luxe localement si vous n'êtes pas présent sur place. Pourquoi ? Parce que les dirigeants locaux aussi des marques ont une responsabilité aussi en local et veulent avoir des partenaires qui travaillent avec eux, qui sont aussi implantés localement. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça qu'on s'est installé en 2010. Aujourd'hui, il y a un autre phénomène, c'est que les marques chinoises vont vouloir se développer dans le luxe et les marques premium. Et elles ont besoin de savoir-faire français, puisque la France a un vrai savoir-faire dans le luxe, d'où l'importance d'être présent localement. C'est pour ça qu'on s'est associé avec un acteur chinois. Donc c'est ça, vous travaillez en Chine et vous allez travailler d'autant plus avec cette association, avec l'agence RP Trimaran, avec les marques de luxe françaises, mais aussi avec les marques de luxe chinoises. Oui, parce que l'objectif n'est pas juste d'accompagner les marques françaises ou les marques européennes en Chine. L'objectif est de vraiment créer un double de Mazarine en Chine et de toucher le marché chinois. Si vous voulez travailler avec la Chine, il faut être partenaire avec des Chinois. Vous ne pouvez pas travailler dans un pays aussi puissant, avec une culture aussi forte, et aussi, avec autant de développement et de croissance sans être vraiment partenaire avec des Chinois. Sinon, vous restez une petite agence locale française expatriée. C'est ça. Et je disais dans l'un des articles, dans l'une de vos interviews, pour que cela fonctionne, il faut travailler avec des Chinois en limitant la proportion de collaborateurs européens sur place à 20% maximum, 10% dès que l'activité commence à se développer. Je dis pas que... Non, en fait, l'idée, c'est pas de dire on limite, il n'y a pas de contrainte. C'est que vous ne pouvez pas exporter de France tous vos collaborateurs. Ce que je dis simplement, c'est que si vous avez des cadres principaux qui sont présents pour impulser en création ou en management commercial, tout le reste des équipes en Chine est composé évidemment de collaborateurs chinois. À qui vous devez apprendre la culture. On n'arrive pas non plus en terrain conquis, c'est ça aussi. Il ne faut surtout pas arriver en territoire conquis. D'abord, vous êtes face à un pays culturellement très puissant, avec un ego très fort, donc il faut arriver en frère ou en ami, en tout cas en partenaire, et vraiment il faut qu'ils sentent ce respect partagé et mutuel, et d'échange entre eux et nous, par rapport à leur connaissance aussi de leur population et notre savoir-faire aussi dans le luxe. C'est extrêmement important. Alors tout ça c'est une joint venture, Mazarine Asia Pacific, vous créez vraiment une nouvelle patte si j'ose dire à Mazarine, 60 collaborateurs aujourd'hui, vous misez sur 16 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous avez déjà travaillé ensemble pour un défilé Céline à Pékin, pour le lancement de l'Odyssée de Cartier à Taipei, Hong Kong et Pékin, parce que bien sûr on est sur la grande Chine, à Hong Kong, Shanghai, Pékin et Macao. Vous allez travailler avec les marques chinoises. Du coup, quels sont vos objectifs ? On s'est associé avec Mme Pan Xiu et donc son groupe Trimaran
Parce que lorsque vous voulez travailler avec les marques chinoises, il faut quand même être implanté non seulement localement, mais avoir des réseaux d'influence. La notion de réseau en Chine est extrêmement importante. C'est culturel. Donc si nous voulions nous développer, être introduits tout de suite parmi les instances les plus importantes en Chine et les plus grosses entreprises, il fallait avoir un partenaire chinois crédible. En fait, en Chine, c'est un peu le rapport inverse avec l'Europe. Il n'y a pas ce côté latin. Il y a le côté puissance, le côté chaud qui est extrêmement important. Donc si vous voulez être crédible en Chine, il faut non seulement avoir un partenaire puissant, et là vous êtes crédible. Parce que ça a été compliqué de le trouver et de le séduire, ce partenaire puissant? Alors ça n'a pas été compliqué. Ce qui a été compliqué, parce qu'on a été sollicité très rapidement, ce qui a été compliqué, c'est de choisir lequel serait le meilleur partenaire pour nous. Et donc on a choisi un partenaire, et je pense que c'est la base d'une association qui culturellement et relationnellement, avec qui on se disait qu'on aurait les meilleures relations. On se comprenait, on était complémentaires. Voilà. C'est important d'être complémentaires. Est-ce qu'il y aura pour autant une semaine de la mode en Chine, à Hong Kong? Parce que je sais que vous êtes beaucoup sollicité, puisque je le disais, vous êtes 80% des défilés aujourd'hui, en tout cas en France, sont organisés via la mode en images par Mazarine. Est-ce que vous êtes sollicité du coup aussi en Asie pour créer des Fashion Week? Alors, on est sollicité en Asie pour créer des Fashion Week. On est sollicité par ville, parce que vous savez, c'est un pays qui est très grand, et ce sont les villes qui veulent attirer la lumière sur elles. Donc on est sollicité. Oui, bien sûr. On a des projets en cours. On est aussi sollicité déjà par des marques chinoises et on le saura très rapidement, mais je pense qu'on va gagner notre premier grand appel d'offres pour une marque chinoise très importante en Chine pour les accompagner en publicité. Les prochains défilés en France, c'est la haute couture. C'est au mois de juillet. Vous êtes présent aussi sur la haute couture? Alors on est présent sur la haute couture. C'est un marché, c'est plus petit, mais on est surtout présent. Donc on va intervenir en juillet et on intervient surtout à la rentrée prochaine en septembre-octobre avec tout le prêt-à-porter, tous les créateurs, parce qu'on travaille non seulement pour les grandes marques de luxe et de couture, mais c'est important aussi de dire qu'on accompagne les jeunes marques de créateurs, parce que ce qui est extrêmement important pour nous, pour la création, pour la motivation interne et pour justement la sensibilité interne. D'éventuels clients de demain? Et pour d'éventuels clients de demain, bien évidemment, parce que les jeunes créateurs d'aujourd'hui sont les grands créateurs de demain dans les grandes maisons. D'autant qu'ils sont rachetés à tour de bras, si j'ose dire, certains, en tout cas par les grands groupes. Oui, s'ils sont rachetés et que ça leur permet une survie, c'est extraordinaire pour eux. Pour vous, c'est vous qui rachetez aujourd'hui Mazarine. Vous n'avez pas eu d'appel du pied de groupes internationaux? Non, parce que on veut pas. On en a. Pour en avoir, il faut aussi les solliciter. On a plutôt une vision indépendante de croissance. On pense que l'aventure n'est pas finie, elle est mondiale, qu'il y a des relais de croissance. Et surtout, notre quotidien est tellement extraordinaire et enrichissant qu'on n'a pas envie d'arrêter là. Ouais. Alors la prochaine étape, c'est New York? Oui. La prochaine étape, c'est de finir, parce que étant indépendant, on est une petite entreprise, on fait les choses petit à petit, on finit la Chine et après on attaque les États-Unis, parce que c'est un marché qui est quand même un des plus grands marchés mondiaux, qui est en plein essor, en plein boom économique, et il faut absolument y être dans les 2 ans de façon importante. Je dis ça en introduction, Paul-Emmanuel Reifers, vous êtes aussi un collectionneur d'art et du coup vous faites entrer l'art dans l'entreprise. On a fait un petit sujet il n'y a pas longtemps sur l'art en entreprise dans Paris est à vous, on aurait dû penser à vous inviter. L'année dernière, c'est Claude Lévesque qui était venu parce que vous avez, je crois, près de 2000 mètres carrés, vous avez regroupé tout le monde, vos 300 collaborateurs là-bas dans le 17e arrondissement, vous l'avez fait rentrer dans la société. Pourquoi, pour vous, c'est important? Parce que c'était pas juste une fois. Vous allez réitérer la proposition avec d'autres artistes. Quelle était l'importance de l'enjeu? L'importance, c'est que quand vous avez une entreprise, vous y passez 80% de votre temps. Donc il faut que les 80% de notre temps, ça soit un plaisir et qu'on partage des choses avec ses collaborateurs. Donc étant passionné par l'art contemporain, pour moi, c'était extrêmement important de partager ça avec mes collaborateurs. Bien évidemment, notre environnement économique tout autour, mais d'abord mes collaborateurs, parce que c'est une impulsion. Parce que finalement, l'art, c'est la création ultime. C'est ce qu'on est. C'est pas une création commandée. C'est ce qui est l'ultime. Premièrement, et deuxièmement, je trouve qu'aujourd'hui, l'art contemporain, ça devient presque très exclusif. Soit c'est dans les musées, mais l'art contemporain est dans les galeries et tout de suite se retrouve chez des collectionneurs privés. Finalement, on n'y a pas accès aussi facilement. Donc partager une passion, c'était
trouvé un artiste important à qui on avait une relation forte, parce que je connaissais Claude Lévesque bien évidemment avant de faire ça, et lui proposer d'occuper tout l'espace Mazarine, tous les espaces, et de mettre des œuvres d'art au milieu des collaborateurs. Donc c'est pas une salle privée avec une visite, c'est l'art au milieu des collaborateurs et ça suscite des questions évidemment. Et on a évidemment fait des journées portes ouvertes avec les entreprises et avec le grand public pour venir visiter Mazarine. Donc prochaine session, on ne connaît pas encore l'artiste, mais ce sera en septembre? Ça sera en octobre. En octobre. Allez, notre petit questionnaire sur Paris. BFM Business. Paris en question. Très rapidement, Paul-Emmanuel Reifers, vous êtes plutôt rive droite ou rive gauche? Je suis les deux. Très bien. Paris a cette chance, c'est une ville extraordinaire. Dans tous les quartiers, je pense que chacun peut trouver quelque chose de fantastique. Donc je suis les deux. Musée d'Orsay ou Centre Pompidou? Centre Pompidou. Évidemment, si vous êtes collectionneur d'art contemporain, qu'est-ce qui vous agace à Paris? Les voies sur berge fermées. Et dernière chose, qu'est-ce qui fait que vous auriez du mal à quitter Paris? L'extraordinaire diversité dans Paris et la douceur de vivre. Merci beaucoup Paul-Emmanuel Reifers, président fondateur de Mazarine. Merci beaucoup à vous. Allez, nous on poursuit notre petite balade dans Paris. Nelly Saunier est l'une des références françaises dans l'art de la plumasserie. Elle a travaillé sans doute pour un petit peu les mêmes clients que vous, Jean-Paul Gaultier, Luc Besson ou encore Guerlain. Certaines de ses pièces sont entièrement recouvertes de plumes. Elle ne travaille pas d'ailleurs qu'avec la mode. En attendant, Cécile Tordeau s'est rendue dans son atelier appartement du 14e arrondissement de Paris. Nelly Saunier s'est accordé 2 ans pour réaliser ses rêves les plus fous. Après avoir travaillé 30 ans sur des œuvres de commande, elle souhaite laisser libre cours à son imagination et exposer des projets personnels, comme cette œuvre qu'elle va intituler Éclosion. C'est la naissance d'une fleur, d'un bourgeon qui va s'ouvrir petit à petit, s'épanouir de plus en plus jusqu'à donner naissance à une fleur complètement ouverte. On est sur du trompe-l'œil avec un matériau et un façonnage particulier, en tout cas le pincé et l'encollage. Des techniques très personnelles, voire confidentielles, qui donnent aux plumes des aspects inattendus en fonction du résultat recherché. Et la magie de cet objet, c'est de découvrir dans un deuxième temps que c'est fait de plumes. Tous ces travaux de recherche, Nelly Saunier les archive dans un carnet. Je fais différentes recherches de teintes que je garde dans mon cahier en me disant voilà, je vais m'y référer à un moment, à un autre. Je peux revenir plus facilement dans mon cahier que d'ouvrir toutes les boîtes où sont toutes les plumes comme ça, toutes celles-ci, toutes celles-ci. Nelly Saunier recherche et stocke les plus belles plumes d'oiseaux d'élevage ou issues de la chasse. En 30 années d'activité, elle s'est constituée un véritable trésor. Ça, c'est du vrai marabout. C'est une plume qui doit avoir une centaine d'années et que j'ai acheté dans des vieux stocks. Grâce à son expérience et sa créativité, elle a séduit Jean-Paul Gaultier pour qui elle a réalisé un pull imitant le jacquard. Là, on est dans les premiers essais pour sentir la texture. Là, on commence à sentir que ça peut devenir un pull vert qui imite, donc c'est un trompe-l'œil qui imite le mohair. Donc c'est une laine de plume. Mais Nelly Saunier ne se borne pas à la mode ou à l'art du chapeau. Elle a par exemple réalisé pour Guerlain une cage à parfum pour célébrer le 160e anniversaire du flacon abeille de Chalimard. J'ai fait une sélection et un choix de plumes et après j'ai réalisé une cage avec, pareil, stylistiquement, l'esprit Guerlain, avec la reprise de la petite volute, etc. Mais j'en ai fait une cage. Pour cette pièce, Nelly aura passé 470 heures, un travail long et minutieux dont la forte valeur ajoutée artistique n'est pas toujours reconnue à sa juste valeur selon elle. J'avais une parure pour un couturier à faire autour d'un collier, où j'ai sélectionné des plumes d'une très grande qualité, d'une rareté totale. Et quand j'ai fait mon devis et que j'ai donné à ce client mon devis, il m'a dit mais c'est pas possible que votre travail soit si cher. Une plume peut être plus chère que l'or, mais le temps passé et toutes ces recherches ont une valeur que le client ne reconnaît pas forcément. Nelly Saunier voudrait voir s'élargir les champs d'application de la plume, des expositions, des commandes plus variées afin que le métier retrouve du panache, comme au début du XXe siècle où la capitale comptait 450 plumassiers. Un reportage de Cécile Tordeau. Restez avec nous sur BFM Business. Paris est à vous. Continue juste après un nouveau journal. Et pour les gourmands, restez bien à l'écoute. On vous parlera de pâtisserie à livrer chez vous. Paris est à vous. L'émission qui donne le meilleur de la région capitale.